Tomino la maudite Oh de là là. chez Casterman Saka qui nous a fait une incroyable et sublime édition en deux très gros tomes que nous avons là avec Prof Isekai. C'est sublime, mais C'est super beau. c'est très particulier, Prof, n'est-ce pas? Ah ben, C'est c'est du Maluo, Maro, c'est hein. Maluo. Voilà. Ah. C'est la soirée du fun pour moi, hein. Du coup, après Asano et la dépression, voici Maro, les Roguro et les frics du cirque. Donc, alors je le dis tout de suite, hein, j'adore Maro, hein. Il a un trait incroyable, il Moi fait ressortir les noirs, aussi. hein. Voilà, ça nous amène dans une dimension à la frontière de la folie entre la beauté et la crasse qui est bien gerbante. Voilà, j'adore. Et cet équilibre, il le maîtrise à la perfection. Et dans Tomino la maudite, en fait, il déroge pas à la règle, hein. Donc l'histoire, c'est celle de deux jumeaux, Tomino et son frère, qui sont orphelins, abandonnés par leur mère, qui se retrouvent recueillis par des membres de la famille qui sont éloignés. Le frère et la sœur portent sur eux une marque de naissance qui, assemblée, forme un crâne. Je peux essayer de vous retrouver la Le planche. Parce crâne de que, la mort. voilà. Ah ouais, vraiment, De là, la pour le coup, muerte. c'est voilà, la mort en espagnol. C'est ça. C'est ça. C'est vraiment ça, quoi. Faudrait que je retrouve la. Et d'ailleurs, la toute première planche du début du chapitre 1, c'est vraiment le crâne, c'est la muerte, quoi. Voilà, on est sur. Et effectivement, la muerte, ça va être tout le long, quoi. Et voilà, là, j'ai retrouvé du coup cette drôle de tache de naissance qui, finalement, de loin, tu te dis, ouais, c'est une tache de naissance. Et en fait, tu les colles côte à côte et ça fait un crâne. Et voilà, Marou, il adore ce genre de truc, hein. De toute façon, c'est son délire, hein. Donc, c'est vraiment ça, quoi. Et forcément, du coup, on a les deux gamins qui grandissent dans cette famille qui ne les veut pas, hein, vraiment. Parce que forcément, deux bouches à nourrir, de plus, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, bah, c'est deux bouches de trop. Donc les gamins, ils sont vendus à un cirque itinérant, qui est un cirque qui est rempli d'anomalies, de mecs mal formés, avec des nains, une femme à barbe, un estropié, des accidentés de la vie, hein, voilà. Et le tout est dirigé d'une main de fer par un mec qui ferait peur au docteur Caligari, hein, avec un fol œil diabolique là, qui n'a d'égal que sa cupidité. Car cet homme, c'est le diable en personne, drapé dans les oripeaux du capitalisme, encore, hein, le nouveau mal du siècle. On Toujours y le parle, toujours, capitalisme. il est partout, Aïe salopard. aïe Là. aïe. Et du coup, avide jusqu'à plus soif, capable du pire s'il y a de la maille à se faire, bien sûr. Et il a absolument aucun cœur, hein, laissant ses employés se faire maltraiter pendant qu'il récupère l'oseille, tout s'enrogeant le droit d'être une figure paternaliste, une belle ordure bien dégueulasse, qui réclame un droit de regard sur ses enfants handicapés, tel un Barnum tout puissant, hein, il ressemble un peu d'ailleurs. Et finalement, les monstres de la parade sont plus humains que les singes qui les regardent et qui leur jettent des pierres et des colibés au visage. C'est extrêmement noir, tout en ayant une dimension historique qui est assez inédite en fait chez Maro, parce que Tomino la Maudite, ça se déroule dans les années 30. Les Japonais sont en guerre depuis assez longtemps. Voilà, t'as les nazis qui arrivent doucement au pouvoir. Et d'ailleurs, finalement, le mec du cirque, c'est un germano-chinois métis qui est un peu à coquiner avec les politiciens de l'époque. Enfin, voilà, c'est un contexte assez important et il y a un passé qui est assez lourd. Et ça va prendre des conséquences plus graves parce qu'effectivement, le début, c'est les années 30. Le tome 2, on est clairement dans la Seconde Guerre mondiale avec un final sur vraiment l'apothéose de la guerre au Japon, à savoir deux bombes sur la tête. Voilà. Et effectivement, c'est clair que c'est un sujet qui est rarement abordé chez Maro, quand même. Qu'on a l'habitude de voir dans les œuvres historiques, mais là, pour le coup, c'est de l'héros-gros, donc tu t'y attends pas forcément, hein, clairement. Et par contre, effectivement, de ce côté-là, c'est un peu moins héros et un peu plus gourou, peut-être, justement parce que c'est la guerre et que bah il y a quand même des trucs dégueulasses un peu partout. Et pour le coup, si le premier tome est plutôt réaliste et te montre effectivement cette drôle de famille finalement qui se construit entreclopée en essayant de survivre aux aléas de la vie et en bouffant des racines, mais le second va sur quelque chose d'un peu plus mystique où tu as des marauds qui aiment bien faire des trucs un peu surnaturels et surréalistes, hein, forcément, va commencer à distiller des trucs un peu divins, un peu dingo, en rapport avec des sectes et des gens qui veulent sauver le monde alors qu'il est déjà perdu, forcément, parce que l'horreur humaine va se trouver plus terrible encore qu'on ne peut l'imaginer à ce moment-là, hein. Il n'y a pas forcément besoin de chercher dans une imagination débordante pour trouver de l'immonde et de l'ignoble, il suffit de regarder la réalité, hein. C'est déjà pavé d'horreur, hein. Et effectivement, les jumeaux vont devoir effectivement
traverser cette période déjà extrêmement noire, sachant qu'au début ils sont ensemble et puis à un moment ils vont se retrouver séparés par des événements parce qu'il va y avoir un truc qui va se passer au cirque et ils vont se retrouver chacun éloignés et ils vont finir par chercher à se retrouver parce que finalement le crâne n'est pas complet s'ils ne sont pas ensemble et que ça aura évidemment un destin hors du commun et à la fois beau et tragique. C'est Maruo, donc on est toujours quelque chose d'extrêmement grand guignolesque et de très théâtral, hein. On le retrouvait aussi dans les autres titres qu'il avait fait. Donc, si vous n'avez jamais lu d'Eroguro, si vous n'avez jamais lu de Maruo, en fait, Tomino Ammonite, c'est assez accessible de ce côté-là. C'est peut-être le titre idéal pour le découvrir. Personnellement, je préférais conseiller l'île Panorama pour plonger dans son monde, parce que graphiquement, on va dire, mais le truc, c'est que l'île Panorama, c'est une adaptation, parce que du coup, c'est un roman de... comment ça s'appelle de Edogawa, en fait, de Rampo. Et effectivement, Tomino Ammonite, pas du tout. C'est une œuvre 100% originale, c'est sa création. Du coup, je me range à la majorité pour dire que effectivement Tomino la Maudite, c'est le théâtre du Grand Guignol le plus abordable de ce héros Maruo, hein. En plus, la traduction est signée Miyako Sotocombe, hein, donc forcément, c'est que du bon. Elle a été primée, hein, on vous rappelle comme ça. Ah comme à chaque fois, hein. Et Casterman propose du coup une édition qui est super jolie, hein, l'édition Saka, dans un grand format avec une couverture soft touch, avec une illustration qui est vraiment magnifique. Et pour le coup, même la couverture est très jolie. Ah, mais même c'est pas du Saka en fait. Si, c'est Saka. Si, c'est Saka. C'est Saka. Alors, il est marqué Casterman, là, mais à l'intérieur, ils disent bien que c'est une collection Saka. Collection Saka, c'est marqué dedans. Voilà. Mais il y a plusieurs formats pour Saka, hein. C'est le Saka, comment ça s'appelle je sais pas si c'est du hors collection ou si c'est du 15.21. Peut-être du 15 par 21. Voilà. Plutôt ça, peut-être. Et effectivement, c'est magnifique. On est sur un... J'adore la texture de la couverture, perso, hein, qui est très douce, du soft touch, hein, clairement. Un soft touch magnifique. Et en hardcover, du coup. Parce que c'est du solide, là, pour le coup, hein. On est vraiment sur un format très quali. Et voilà, on reconnaît bien, c'est là où ça part dans un truc un peu fou, avec les bras multiples et la secte qui commence à adorer des monstres du cirque à plusieurs bras. Enfin, c'est complètement fou. Au début, c'est... comment dire, presque normal, on va dire, même si c'est une époque particulière et étrange. Ouais, c'est juste dramatique. Voilà, c'est dramatique. C'est des frics, tu vois. On est sur des gens qui sont des accidentés de la vie, quoi, hein. C'est des frics qui sont exposés, qui font des sortes d'arnaques, en fait, parce que finalement, ils jouent de leur monstruosité, mais tout en étant forcément... Les héros, c'est juste des jumeaux, en fait. Et finalement, ils sont vendus au cirque et les mecs sont là. Ah, qu'est-ce qu'on va faire de ces deux-là? Qu'est-ce qu'on va... Enfin, je veux dire, ils servent à rien. Ils sont pas moches, ils sont pas mal formés. Ça va servir à quoi dans notre truc, quoi. Et ils vont leur faire des tours à base de oui, je lis dans les pensées de mon frère parce que on est né en même temps, alors que pas du tout, c'est juste des arnaques et ils se soufflent les trucs à l'oreille, tu vois. Enfin, et voilà. Et finalement, c'est presque un peu touchant. Voilà. Et leur relation est assez... c'est vraiment une famille, en fait. Ils se finissent par se faire un peu adopter par ce cirque. Alors, le mec qui les dirige est un connard, hein, mais par contre, les autres habitants de la troupe sont vraiment très prenants. T'en as un qui est juste un nain, voilà, hein, effectivement... T'en as un, c'est une fanabar, et puis du coup il a une sorte de costume avec un deuxième visage dessus, alors c'est un chapeau en fait, hein. Et voilà, ils font croire qu'il a deux cerveaux, enfin c'est n'importe quoi. Et autant le début du coup c'est un peu ça, et après du coup le tome 2 c'est plus trop ça, parce que le cirque se sépare et t'en as une partie qui disparaît dans la nature. Et du coup, tu vas les suivre au fur et à mesure de leur pérégrination dans le Japon qui est en train de sombrer dans les horreurs de la guerre et qui se fait bombarder régulièrement. C'est la famine, t'as les gens qui crèvent la dalle et qui se battent entre eux pour des rations. Enfin, c'est vraiment les trucs, les bas-fonds des caniveaux de l'humanité, quoi. Et d'un côté, de l'autre côté, t'as les gens qui vivent vraiment dans des prisons dorées à base de sectes millénaristes
qui cherche à s'imposer sur une sorte de paysage politique ultra chelou de l'époque, en ayant courtisé les militaires et les politiciens de la cour. Enfin, c'est vraiment assez dingue. Et ça se termine vraiment d'une façon assez... Bah, c'est Maruo, on peut dire. Ouais, voilà, c'est Maruo. c'est vraiment Maruo, quoi. C'est-à-dire, Pour pas on est trop sur un en truc. dire, mais c'est. Voilà, on est sur. Bah, c'est le Rougon, en fait. Hein, donc, vous voulez que ça se termine comment? Vous attendez à quoi en ouvrant ce genre de titre? Ils vont cueillir Franchement, des fleurs dans une plaine avec des papillons. Voilà. Et le pire, c'est que c'est pas faux. Mais c'est pas loin. De ouf, en fait, c'est pas loin du tout. Hein. C'est vraiment pas loin du tout. C'est beau, c'est une destinée tragique, mais c'est beau. Et en même temps, on est sur quelque chose d'extrêmement poétique, Oui. mais c'est de la poésie de l'horreur, en fait. Et c'est vraiment... Enfin, Maruo, c'est un maître incroyable. Hein. Il sait... Il y a personne qui se rapproche de ce qu'il fait, en fait, dans le paysage du manga. Il a un style vraiment unique, et il instille une forme de récit qui est à la fois glauque, beau, décalé, tout en étant grand guignolesque. Du coup, c'est crade, mais parfois c'est extrêmement drôle. Il y a des trucs qui sont totalement décalés, et t'es là, mais c'est hilarant ce qui se passe là. Bon, la fin n'est pas drôle, hein, on peut vous rassurer. Et la fin, par contre, n'est pas point, drôle. Hein. Là, pour le coup, c'est rarement drôle chez Maruo, de toute façon, la fin. Hein. C'est drôle, zéro. Mais t'as des moments beau. qui sont. Malgré le fait que ce ne soit pas une fin drôle, c'est une fin très belle. C'est une fin belle, ouais c'est une fin belle. En tout cas, merci beaucoup, prof. Si vous ne connaissiez pas, voilà, Maruo, on vous conseille d'aller découvrir l'artiste avec Tomino la Maudite dans cette belle édition de Casterman. Et on va Je vois Peps dans le chat qui dit soit je parle d'isekai, soit de mecha, soit de dépression, soit de hentai. Mais je t'ai toujours pas vu parler de hentai, donc je me dis qu'il s'avance peut-être dans le futur. Hein. Peut-être qu'il a fait un petit projet. Et tu vas nous faire une surprise du coup, peut-être bientôt. Ah non, j'en ai pas. Peut-être. Très drôle. Et Eroguro, c'est pas du H, hein, par contre. Hein. Effectivement, Eroguro, c'est du crade, mais c'est pas du porno. C'est qu'il y a des confusions. Hein. Il y a des confusions. Bon, on va enchaîner dans un univers qui n'est pas aussi tragique que celui de Maruo, mais dans un univers qui est quand même assez particulier, mais beaucoup plus doux. Et je pense qu'on est complètement dans ce que Fumble aime avec Terrarium, une nouvelle série qui vient de débuter chez Glénat. Oh oui, c'est beau. Plus doux, très joli.